Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat pour cette édition spéciale. Nous allons suivre les contributions des trois grandes associations d'élus au grand débat national. L'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Régions de France, réunis sous la bannière Territoires Unis, qui vont faire leurs propositions communes dans quelques instants. Vous entendrez les discours de François Baroin, Dominique Bussereau et Hervé Morin, les trois présidents d'associations. Une conférence de presse qui a lieu au siège de l'Association des maires de France et qui débutera dans quelques minutes. Et pour la suivre et l'analyser, nous avons le plaisir d'avoir quatre invités sur ce plateau. Deux sénateurs. Mathieu Darnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de l'Ardèche. Merci d'être avec nous. Merci. Et Emmanuel Capu, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Indépendants de Maine-et-Loire. Et puis deux experts des collectivités territoriales. Stéphane Vernet, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du bureau parisien de Ouest France. Et puis Gérard François Dumont, bonjour. Géographe, spécialiste des collectivités territoriales et auteur de ce livre « Les territoires français, diagnostic et gouvernance », c'est chez Armand Collin. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors Stéphane, d'abord un petit mot avec vous sur Territoires Unis. C'est vrai que c'est cette bannière commune, c'est peut-être peu connu encore du grand public, alliance inédite des trois grandes associations d'élus. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette union ? Elle est née dans la colère, en fait. Ça s'est passé au mois de... Je crois que c'était au mois de novembre ou fin octobre, début novembre. Septembre. Fin septembre à Marseille. À l'automne, à Marseille, au moment du congrès annuel de Régions de France. Et il y a eu un appel commun qui a été lancé par les présents et la volonté d'unir en fait les trois grandes associations d'élus qu'on retrouve ce matin et que vous avez citées, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France et Régions de France. Ce qui est inédit dans cette démarche, c'est que ce sont ce sont les trois plus grosses associations d'élus qui existent dans ce pays, qui avaient tendance à travailler chacune un peu dans leur silo, c'est-à-dire que chacun considérait qu'il fallait défendre, porter une voix sur des problèmes qui étaient assez spécifiques et n'avaient pas trop l'habitude de collaborer entre elles. C'est-à-dire que les problèmes des maires sont les problèmes des maires, les problèmes des présidents de conseils départementaux et des départements sont ceux des départements, et les régions ont d'autres problématiques, d'autres compétences, d'autres... Et ils avaient une façon pas une habitude de collaborer, ce qui est assez inédit, alors que en réalité, ce sont trois associations qui sont présidées par trois élus de la droite et du centre, qui ont tous été ministres, qui ont eu l'habitude de travailler ensemble par le passé, mais la coalition n'était pas évidente. Et ce qui s'est cristallisé à Marseille, en fait, c'est une colère de l'ensemble des élus par rapport au gouvernement, par rapport à l'exécutif. Et ce qui est fort dans Territoires Unis, et je terminerai avec ça, c'est que aujourd'hui, les trois parlent d'une seule voix, mais dans une approche qui est totalement transpartisane. C'est-à-dire que, quelle que soit l'étiquette des membres, quelle que soit l'étiquette politique de ces maires, de ces présidents de conseils départementaux et ces présidents de conseils régionaux, ils ont réussi à parler d'une seule voix sur les problématiques communes, ce qu'on avait en réalité jamais vu jusqu'à maintenant. Gérard François Dumont, Stéphane Vernet l'a beaucoup dit, c'est vrai que c'est une alliance inédite de trois associations d'élus qui avaient plutôt l'habitude d'être chacun dans leur précaré et de ne pas faire alliance, de défendre chacun leur territoire. En fait, c'est la réussite du président Macron d'être parvenu à unir les élus dans une association commune. Et dans cette association, il y a l'idée aussi d'éviter que le gouvernement essaie de diviser pour régner. C'est-à-dire créer des avantages pour les départements au détriment des communes ou pour les régions au détriment des départements. Et donc ceci a poussé effectivement ces élus dans un contexte de recentralisation, parce qu'il faut toujours rappeler l'importance du contexte de recentralisation, tout un ensemble de décisions qui a été prises par l'État qui montrent qu'il considère qu'aujourd'hui la décentralisation n'a plus vraiment de sens. Je prends deux exemples. Le premier exemple, quand le président Macron reçoit les départements, il dit qu'ils sont de simples opérateurs de l'État. C'est tout à fait étonnant. Et récemment, j'ai vu le vice-président de Régions de France où de hauts fonctionnaires lui expliquaient que les régions étaient des auxiliaires de l'État. Donc vous voyez, rien que ces mots montrent bien qu'on n'a pas une volonté de maintenir une logique de subsidiarité, comme on dit, donc une logique de décentralisation. Et puis nous avons eu de multiples décisions qui étaient
prises sans aucune concertation, que ce soit la nationalisation de la taxe d'habitation, la nationalisation de la formation professionnelle, le fait que l'État ne prenne pas en charge tous les coûts supplémentaires liés aux mineurs étrangers non accompagnés qui engendrent des coûts très importants pour les départements. Donc tous ces éléments sont explicatifs de cette union. Alors la grande question, c'est est-ce que cette union va être capable de faire des propositions pour une nouvelle décentralisation et de maintenir son unité? On va le voir, mais avant ça, Mathieu Darnaud, j'imagine que vous saluez le fait que ces 3 grandes associations d'élus se soient unies pour peser face au gouvernement. Oui, je crois que c'est une démarche qui est même, je le dis aujourd'hui, salutaire. Je fais mien les propos qui viennent d'être tenus à l'instant. Je crois qu'aujourd'hui, on a une volonté recentralisatrice qui a été clairement exprimée dans les discours comme dans les faits par le gouvernement d'Édouard Philippe et par la volonté d'Emmanuel Macron. Moi, je veux juste repréciser quand même que le 17 juillet 2017, quand Emmanuel Macron lance ici, au Sénat, la conférence nationale des territoires, il pose un diagnostic qui est un diagnostic relativement intéressant, qui peut être partagé et compris par les élus des territoires. Et puis, malheureusement, on s'aperçoit que du travail de cette conférence nationale des territoires, il n'est pas sorti grand-chose. Et en réalité, au-delà de quelques dossiers, je pense notamment sur le numérique, dont on voit la complexité à aboutir aujourd'hui, comme sur d'autres sujets, et notamment celui très important de la réforme fiscale, je crois malheureusement, devant cette atonie, les 3 grandes associations ont décidé de dire ça suffit, maintenant il faut qu'on parle de concert, d'une seule voix sur certains sujets, pour qu'on ne tombe pas effectivement dans une opposition des uns contre les autres qui n'aurait comme seule finalité de renforcer ce centralisme qui est en train d'être clairement revisité. Donc je crois qu'on a besoin vraiment d'avoir une lisibilité du discours des 3 associations pour qu'elle soit comprise par l'ensemble des élus des territoires. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important et d'essentiel. Et ça donne d'autant plus de sens aux propositions qui seront formulées aujourd'hui qu'elles seront nées justement d'une réflexion qui concerne pleinement et qui permettra des articulations entre les 3 grandes strates, communes, départements, régions. Emmanuel Capus, c'est vrai que cette association Territoires Unis, elle est née pour dénoncer cette volonté recentralisatrice. C'est ce qu'exprimait à l'instant Mathieu Darnaud. C'est un mot que vous emploieriez, il y a une volonté recentralisatrice de la part du gouvernement ? Moi, paradoxalement, je pense que cette association, elle n'est pas nécessairement à la suite des actes de cette présidence, mais plutôt de façon plus ancienne. Elle est victime d'un ras-le-bol qui est plus ancien. Et le ras-le-bol, il naît, à mon avis, avec le matraquage fiscal et surtout la perte des dotations qui date du quinquennat d'avant. C'est-à-dire l'impression d'être totalement privé de son autonomie financière. Et ça vient d'avant. On a tous vécu 3-4 ans de baisse des dotations chaque année. Et du coup, derrière, effectivement, arrivent quelques maladresses, mais qui sont finalement des éléments déclencheurs, un peu comme la crise des Gilets jaunes en fait, quelques éléments déclencheurs qui font qu'effectivement se fédèrent et les élus locaux se sentent pas compris. Mais à la base, à mon avis, c'est plutôt la baisse des dotations des années précédentes qui fait qu'il y a une exaspération, une impression d'incompréhension qui fait qu'effectivement des élus locaux qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui sont très proches idéologiquement, se réunissent et puis qui sont sur le terrain, qui travaillent tous les jours ensemble. Je veux dire, le maire est souvent conseiller départemental, on travaille tous les jours main dans la main sur le terrain. Parce que Mathieu Darnaud, c'est vrai qu'Emmanuel Capus parle du quinquennat d'avant, mais c'est même le quinquennat d'avant. C'est sous Nicolas Sarkozy qu'a commencé le gel des dotations. C'est même François Baroin d'ailleurs. Mais clairement, ça, on le sait que c'est un fait qui est irritant, qui exaspère les élus, parce qu'on a le sentiment finalement qu'on est dans l'incapacité chronique à mettre en place le programme pour lequel on a été élu, parce qu'on a des manques de moyens. Ce qui a, à mon avis, été l'élément déclencheur, c'est que justement, Emmanuel Macron, quand il est élu, pose un diagnostic fort de tous ces éléments-là et qu'on ne voit rien venir pendant quasiment 2 années. Et c'est là où on a la sensation parfois désagréable que si
les choses sont comprises et perçues, pourquoi derrière il n'y a pas d'action? Et malheureusement, on l'a vu, que ce soit au niveau des régions qui se sont vues amputer une part de leur crédit, notamment s'agissant de la formation professionnelle, là aussi, avec quand même une idée très recentralisatrice derrière, des départements, vous l'avez évoqué, et puis des communes, parce que certes, j'entends qu'aujourd'hui on tend vers une stabilisation des dotations, mais il y a quand même eu une baisse suffisamment importante par le passé pour qu'aujourd'hui, on redonne des signaux forts vis-à-vis des communes. Et là, il y a un véritable sujet. Alors, on attend les propositions de Territoires Unis au grand débat. Stéphane Vernet, vous qui en avez suivi des grands débats, est-ce que les élus locaux ont joué le jeu de ce grand débat sur le terrain? Oui, manifestement. Alors peut-être il faut rappeler qu'il y a eu 16 000 cahiers de doléances qui ont été ouverts dans plus de 10 000 communes, sur 35 000 communes en France. Donc rien que ce chiffre est assez considérable. Donc là, on peut considérer que les maires ont joué le jeu. Il y a eu plus de 10 000 réunions publiques qui ont été organisées à travers la France. C'est quand même c'est considérable. Moi, dans celles auxquelles j'ai pu assister, par exemple, à celle qui réunissait les présidents de conseils départementaux à l'Élysée. J'ai trouvé ça très intéressant parce que, en fait, comme dans toutes ces réunions, chacun vient essentiellement avec ses problèmes personnels. Je vous interromps, Stéphane, puisque François Baroin vient tout juste de prendre la parole, président de l'Association des maires de France. On va suivre cette conférence de presse en direct. On se retrouve juste après. Le comité des finances locales et de l'ensemble de nos amis ici représentés pour cette conférence de presse, pour laquelle nous répondrons naturellement à vos questions, Territoires Unis, dans le cadre de la contribution que nous apportons au grand débat. Je rappelle Territoires Unis, une initiative collective portée à l'occasion du Congrès des régions de France à la sortie de l'été, qui a rassemblé les régions de France, les départements et les maires de France et présidents d'intercommunalités qui, pour la première fois dans l'histoire, ont décidé de créer une structure, une organisation, afin de dénoncer un mouvement que nous observons depuis plusieurs mois et en réalité plusieurs années, d'une recentralisation massive et accélérée qui est à l'opposé de l'intérêt général que nous portons. Et avec une ambition, nous sommes donc en septembre, de promouvoir la décentralisation dans le contexte de remise en cause quasi quotidienne qui était effectuée. La décentralisation reste pour nous le plus sûr moyen de rapprocher les décisions publiques des citoyens. Les 17 semaines qui viennent de s'écouler ont confirmé que cette attente de proximité est forte chez nos compatriotes. Je rappelle que notre démarche s'inscrit au long cours, était probablement prémonitoire, que nous avons été des lanceurs d'alerte depuis plusieurs mois sur toute une série de sujets qui ont été portés par le débat qui anime de façon vigoureuse la société française depuis plusieurs semaines, que ce soit la question du logement, la question du développement économique, la question évidemment de la proximité, l'avenir des services publics, les déserts médicaux, la recentralisation d'un État qui offre parfois malheureusement son impuissance à tous les vents et ne pourra apporter des réponses que nous portons. Et c'est dans cet esprit que nous avons travaillé depuis plusieurs mois à ce qui doit être un point de départ d'une réflexion partagée avec l'État, aux côtés de nos administrés, pour engager un acte 3 d'une décentralisation importante, puissante, dans l'esprit des lois de 82 de Gaston Defferre, dans l'esprit de la révision de notre loi fondamentale sous l'autorité du président Chirac et sous l'impulsion du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Et c'est cet état d'esprit ouvert, responsable, mais absolument convaincu que c'est probablement la meilleure réponse et pour l'État, et pour les collectivités territoriales, et pour les Français, d'offrir de nouvelles compétences aux régions, aux départements, aux communes, afin de répondre au mieux aux politiques publiques pour lesquelles nous sommes mandatés. Territoires Unis n'est pas un syndicat d'élus. Je rappelle d'ailleurs qu'on n'est pas un corps intermédiaire. Nous sommes les représentants de la nation, issus du suffrage universel, et que nous nous félicitons que le président de la République, à l'amorce du grand débat, ait souhaité s'appuyer sur les maires, sur les élus de proximité, pour favoriser l'expression des Français à travers cette volonté de l'État d'offrir des remontées de préoccupations que certains ont appelées de doléances, d'autres de revendications, en tout cas d'une expression publique. Les maires, et je l'avais moi-même dit au président Macron début janvier, sont par nature
en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, à la disposition de leurs administrés pour favoriser leur expression. C'est dans cet esprit que nous avons joué ce rôle de facilitateur, et c'est dans le même esprit, naturellement, que nous nous félicitons que ce rôle ait permis, je le crois, d'avancer de manière utile sur des pistes de réflexion qu'il appartiendra au chef de l'État d'offrir les réponses les plus adaptées. Nous sommes convaincus des progrès que la décentralisation a permis et de la nécessité de la faire évoluer. Nous n'accepterons pas que son principe soit remis en cause, parce que ce serait contraire aux aspirations de nos concitoyens à plus de liberté. Cette expression, depuis plusieurs semaines, en est un témoignage supplémentaire. Une aspiration à plus de proximité, à plus d'adaptation des politiques publiques aux spécificités de chaque territoire. La France a besoin d'une organisation intermédiaire entre le sommet de l'État et la gestion quotidienne des services aux citoyens, et ce sont les collectivités territoriales et leurs élus qui sont en capacité de répondre à ce besoin. Les liens tissés sur tous les territoires sont précieux pour la cohésion nationale. Dans la crise sociale que vit notre pays depuis novembre dernier, là encore, je le dis, les maires ont joué leur rôle de rempart, d'écoute, d'attention. Je veux dire également que nous avons toujours été aux côtés de l'État, très tôt dans le mouvement, pour lui rappeler notre soutien plein et entier pour la restauration de l'ordre républicain. Nous avions communiqué très tôt, et c'est donc un sens d'un esprit élevé de la responsabilité de l'intérêt général et un sens de l'État, et donc un sens de la France, qui nous a animés tout au long de cette volonté souhaitée par l'État de restaurer le dialogue avec les citoyens. Territoires Unis a naturellement, nous l'avions annoncé, décidé d'apporter sa contribution à ce débat. C'est ce que nous faisons devant vous. Nous n'avons pas attendu les circonstances particulières pour nous exprimer. Nous continuerons d'ailleurs à le faire en tant que de besoin, si nécessaire, sur tous les sujets portés par le gouvernement au fur et à mesure des semaines qui se déroulent, si nous avons des désaccords ou si nous considérons qu'il faut aller plus loin. Nous sommes désireux d'un dialogue permanent avec le gouvernement. Nous ne sommes pas dans une posture de repli ou d'opposition, dans une volonté de faire évoluer la décentralisation pour améliorer ses services rendus. Nous présentons aujourd'hui 5 objectifs essentiels à nos yeux pour que puisse se tourner une nouvelle page de la décentralisation. Il ne s'agit donc pas d'un catalogue de mesures auxquelles il faudrait répondre par oui ou par non. Nous posons les bases de ce que constitue notre conception de la décentralisation. Et c'est sur ces bases que nous souhaitons engager la discussion avec le président de la République, naturellement avec le gouvernement, et évidemment, puisqu'il y aura des textes de nature constitutionnelle, organique et législative, plus probablement un travail réglementaire avec les membres de la représentation nationale, mais naturellement avec les élus et les citoyens. C'est donc une porte ouverte à un débat dans un calendrier qui doit se dérouler tout au long de l'année, probablement avec des propositions de nature financière avant l'été, pour inscrire notre action dans la durée. Nous voulons d'abord réformer en profondeur les principes qui organisent les relations entre l'État et les collectivités. Le renforcement de la subsidiarité, le pouvoir réglementaire local, le droit à la différenciation, une conférence nationale de la décentralisation dans la Constitution. Nous voulons ensuite, c'est le deuxième axe, le deuxième grand principe, assurer réellement l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Pour cela, il faudra une modification de la Constitution pour consolider le socle de ressources propres dont les collectivités peuvent être assurées de disposer, une loi d'orientation pluriannuelle des finances locales qui serait déclinée chaque année dans une loi de finances spécifique aux collectivités. Il y a un budget pour l'État, il y a un budget pour la sécurité sociale, pour les comptes publics, pour les comptes sociaux. Il doit y avoir un budget qui organise à livre ouvert devant l'opinion publique, au sein du Parlement, les relations financières et qui rappelle un principe simple, qui décide paye et qui paye décide. Si nous décidons de politique publique, eh bien nous sommes des acteurs du financement. Si l'État décide, c'est lui qui paye. S'il y a un copartage, un cofinancement, eh bien dans ce cas-là, nous sommes associés à la décision en amont, mais nous ne sommes pas des prestataires de services pour boucler les fins de mois d'un État qui assume la responsabilité de 80% de la dette publique au niveau national. Troisième grand principe, nous voulons mettre la commune au cœur de la démocratie locale. C'est un point très important, c'est très révélateur et singulier d'ailleurs d'observer que, à juste titre, une fois encore, le président de la République a souhaité s'appuyer sur les maires pour restaurer le dialogue. Eh bien, il faut aller dans l'esprit de ce qui a été évoqué dans ce grand débat et aller plus loin. Inscrire dans la Constitution la clause de compétence générale de la commune, de telle sorte que les débats
passé autour de l'avenir de la commune. Sa place dans l'organisation territoriale n'est plus lieu. Je rappelle que la commune, c'est l'appellation issue de la Révolution française, qui est une fille, au fond, de l'aspiration à la liberté, qui rassemblait les faubourgs, les lieux-dits, les paroisses, et qui, dans cet esprit, est aussi le coin de la rue de chaque Français, quelle que soit la taille de la commune, qui doit être protégée. L'inscription dans notre loi fondamentale de la clause de compétence générale, en retrouvant le chemin, naturellement, d'une intercommunalité choisie, voulue, partagée, et qui ne dépossède pas les communes de leur capacité d'initiative. Quatrième axe, nous voulons renforcer le rôle des collectivités dans les politiques publiques, assurant la cohésion sociale et territoriale de la nation, en donnant aux départements le pilotage de toutes les politiques sociales et de solidarité, et aux régions la responsabilité de la cohésion de tous les territoires, dans toutes ces déclinaisons, développement économique, enseignement supérieur, financement des pôles d'excellence, de clusters, naturellement la mobilité. Cette organisation-là est assez simple. Descartes y retrouvera ses enfants. Le développement économique serait piloté dans toute la filière par les régions, la politique de solidarité par les départements et la politique de proximité incarnée par la commune et portée ici ou là par des outils voulus, partagés d'intercommunalité. Enfin, cinquième axe, nous voulons ouvrir le chantier d'une nouvelle répartition des compétences concernant certaines politiques publiques de proximité. C'est le cas dans le domaine du logement. Le logement est un grand sujet qui est devant nous, un sujet très préoccupant pour lequel nous prenons date pour les mois et les années qui viennent, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, mais aussi dans le domaine de l'insertion, de l'emploi et de la formation. 5 objectifs qui tracent un cap, nous y reviendrons naturellement dans les questions que vous nous poserez. Plus de liberté, plus de responsabilité pour les collectivités, chaque fois que la proximité est une condition de la réussite, et c'est le cas dans beaucoup de politiques publiques actuellement portées par l'État. Un cadre institutionnel profondément rénové pour que le périmètre d'action respectif entre l'État et les collectivités soit clair. Un recentrage, et c'est en ce sens que c'est intéressant pour l'État, notre contribution pour l'État sur ses missions régaliennes. Il doit s'alléger d'un certain nombre de charges pour pouvoir se concentrer sur ce sur quoi on l'attend, les missions régaliennes. Et nous disons clairement que l'État doit être fortement présent dans les territoires pour assumer ses missions, notamment à l'échelon départemental, qui a été trop affaibli par les réorganisations liées aux différents textes de l'année 2015. Voilà quelques éléments de réflexion en introduction. Je laisse le soin à Dominique Buchereau, Hervé Morin et l'ensemble de nos amis pour compléter et puis enrichir naturellement ces réflexions, et nous serons ensuite disponibles pour répondre à vos questions. Ce sera difficile d'enrichir parce que tu as été déjà très précis sur nos propositions. Je rappelle le cadre, c'est le grand débat. Nous sommes un peu avant le 15 mars, donc nous sommes dans le timing proposé par le gouvernement pour le grand débat. Et naturellement, beaucoup de collectivités, de communes, de départements, de régions ont fait elles-mêmes des propositions. L'AMF, l'ADF et Régions de France également, chacune dans leur domaine, font des propositions au gouvernement, mais ce que nous souhaitons, là, c'est pas simplement des propositions, c'est un nouveau choc de décentralisation. François rappelait qu'il y a eu 2 moments importants dans notre pays, 1982, président Mitterrand, Pierre Mauroy, Premier ministre, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, maire de Marseille. Phase de décentralisation d'ailleurs à l'époque combattue par la droite qui, dès qu'elle a eu gagné les élections municipales de 83, cantonales de 85 et régionales de 86, des choses en 2003 et en Voilà, petit problème de liaison avec la conférence de presse de Territoire Uni. On va y revenir dans quelques secondes. Quand la liaison sera rétablie, on va parler avec nos 4 invités de ce qu'il s'est déjà dit, puisque François Baroin a annoncé les 5 grands principes, les 5 objectifs base de leur conception de la décentralisation, a-t-il dit. Mathieu Darnaud, est-ce que déjà ces 5 objectifs, ça correspond à ce que vous attendiez de ces propositions de Territoire Uni ? Ça fait plus que correspondre à ce qu'on attend, parce que je vous invite à relire le rapport que nous avons rendu avec la commission des lois au mois de novembre dernier, où vous retrouvez absolument toutes les propositions avec notamment des propositions pour revitaliser la commune, d'être énoncées par François Baroin. Le principe qui décide paye, qui me paraît aujourd'hui être essentiel. L'inscription dans la Constitution de la clause de compétence générale, parce que ça sacralise nécessairement la commune comme échelon de base de la démocratie locale, mais plus encore
comme une collectivité spécifique en ce sens qu'elle est la collectivité de proximité pour l'ensemble de nos concitoyens. Et puis, quelque chose qui est tellement important aujourd'hui, et moi je me réjouis que ça puisse être évoqué, c'est la différenciation territoriale. Parce que si vous prenez nos 2 départements avec Emmanuel Capus, le Maine-et-Loire qui a divisé son nombre de communes par 2 avec les communes nouvelles, ou celui de l'Ardèche que je représente aujourd'hui, où on n'a que 4 communes nouvelles, vous voyez qu'il y a un principe de différenciation territoriale qui s'explique par des raisons géographiques, et je le dis devant un spécialiste de la matière, mais véritablement, ou des aspects culturels. Mais je crois qu'il est temps aujourd'hui, puisqu'on parle d'un nouveau choc de décentralisation, que soient introduites ces notions qui sont essentielles si on veut arriver à légiférer utilement et à prendre en compte la spécificité des territoires que souhaite absolument voir être prise en compte l'ensemble des élus des territoires. Vous êtes d'accord, Emmanuel Capus? Moi, ce que je trouve très positif, c'est le ton qui a changé. Vous disiez tout à l'heure, c'était la colère des élus locaux, vraiment une incompréhension totale. Là, on voit que le grand débat a au moins permis un truc, c'est que le président de la République est allé au contact des élus locaux, il est allé au contact des maires, il a constaté que les maires et tous les élus sont extrêmement responsables, sont respectueux de la démocratie, sont sur le terrain au contact direct de la population et sont prêts à aider. Et ça, je crois qu'il y avait besoin de cette prise de conscience-là. Et on voit bien qu'on est dans la proposition, on n'est plus dans le combat. Alors, on va tenter de suivre cette conférence de presse. Le signal est rétabli. C'est Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, qui a la parole. Des propositions communes en matière de fiscalité locale. Là, j'insiste sur les propositions communes parce qu'il est pratique pour un gouvernement, quel qu'il soit, de vouloir jouer au bon taux. Je prends à l'un, je donne à l'autre, et ainsi de suite. Et voilà, nous ne souhaitons pas que ça fonctionne comme ça. Et donc, les propositions qui s'appuieront sur le travail du comité des finances locales seront communes. On a besoin d'un texte annuel. On a besoin d'une loi de finances spécifique aux collectivités. Elle aura peut-être pluriannuelle ou annuelle. Nous la proposons la pluriannuelle. Et on voit bien ce que le PLFSS a apporté à la bonne compréhension des dépenses sociales. Et il nous paraît important que dans une république décentralisée, telle que le précise notre Constitution, nous puissions nous appuyer sur un texte de loi qui nous permet d'avoir une visibilité financière et budgétaire et fiscale. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit François Baroin à propos des communes, qui naturellement sont le cœur de la République. Et je ne parle pas des régions, puisque Hervé le fera. Sur les départements, c'est assez simple ce que fait un département. Ça se résume en une phrase: solidarité sociale, solidarité territoriale. Solidarité sociale, solidarité territoriale. On voit bien que les politiques de solidarité sociale ont besoin d'être améliorées. Le phénomène de la pauvreté, de l'abandon, de la relégation de certaines catégories de concitoyens a alimenté le conflit des Gilets jaunes. Et donc, toute la réflexion sur la pauvreté, sur le RSA, sur les prestations, sur un jour la prise en compte de la vieillesse et de son financement, le financement de nos EHPAD, etc. Tout cela, c'est l'ADN social des départements, mais nous voulons l'assumer pleinement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien que l'État ait des bouts de médico-social, de ceci ou cela. Bien sûr, l'État conserve sa vision sur le domaine de la santé publique, qui implique des règles nationales, mais en matière de solidarité sociale, nous pensons que l'État peut se retirer complètement et que nous sommes capables d'assurer totalement les responsabilités en matière de solidarité sociale. Quant à la solidarité territoriale, on est nombreux à l'assumer. La région définit les grands équilibres, l'emploi, les infrastructures, les grands investissements économiques. Les communes montent les projets avec leurs intercommunalités. Après, il y a toute une série de solidarités locales, d'ingénierie, sur lequel nous pouvons jouer un rôle de coordination, ce que nous faisons d'ailleurs souvent déjà dans la plupart des départements, en matière d'eau, en matière de routes, en matière de réseaux, en matière de fibre optique. Dans tous les domaines, il y a un rôle d'ingénierie, de solidarité territoriale des départements. Je prends l'exemple des routes nationales. Vous voyez bien que quand il neige en région parisienne, la seule route qui ferme, c'est la seule route nationale qui reste à peu près, c'est la 118, et que les départements, eux, sont capables d'entretenir leur réseau, même qu'un des creux et des bosses, comme c'est le cas de la 118, du fait de la géographie de la vallée de la Bièvre qu'elle traverse en particulier.
Donc voilà, c'est un domaine dont l'État peut facilement sortir. Alors, on peut envisager qu'il garde quelques axes structurants internationaux, qu'il sera difficile de découper en morceaux, mais en liaison avec les régions, les communes, c'est typiquement un domaine duquel l'État peut se retirer. Et je terminerai sur la réflexion de François Baroin, que je partage intimement depuis toujours et qui a toujours motivé mon engagement politique, en particulier pro-européen. C'est l'État est bon dans le régalien. L'État doit être bon, excellent dans le régalien. Donc nous ne demandons pas moins d'État. La décentralisation, c'est pas moins d'État. La décentralisation, c'est être au plus près de nos concitoyens. Tout ce qu'on nous fait actuellement, le grand débat, etc., ça fait un demi-siècle qu'on le fait. Enfin, la démocratie municipale participative, c'est Hubert Dubedou à Marseille, à Grenoble, qui l'a inventé dans les années 60 et 70. Les comités de quartier, les comités de rue, les conseils de jeunes, les conseils d'anciens, etc., les référendums locaux, les consultations des habitants d'une rue, ne serait-ce que pour changer un sens interdit, etc., ça fait longtemps que les élus locaux pratiquent tout ça à grande échelle. Et donc, on voit bien que sur la proximité, on doit être sous le contrôle des électeurs, et les élections approchent, les élections locales approchent, qui faisons le mieux. Et après, c'est à l'État de concentrer ses moyens sur le régalien et pas venir faire un peu de sport, un peu de tourisme, un peu de médico-social, avec des moyens de plus en plus limités et une efficacité aussi limitée que les moyens. Voilà ce que je voulais rajouter aux propos de François, et celui que vous attendez tous arrive maintenant, c'est Hervé Morin. Bien, merci à François de nous accueillir au sein de cette belle institution qui est l'AMF. Simplement quelques mots complémentaires pour vous dire tout d'abord que je signale, c'est que... pardon ? Ah bon, d'accord. Tout d'abord... nous avons été réellement, François l'a dit, mais j'insiste là-dessus, nous avons été des lanceurs d'alerte et des précurseurs, en quelque sorte, de la demande démocratique que nos compatriotes ont exprimée à travers la crise des Gilets jaunes. Quand nous évoquions le mépris, la condescendance dans lesquels nous étions confinés depuis des mois, du moins depuis l'élection présidentielle, en quelque sorte, nous ressentions ce que nos compatriotes ont ressenti à travers la crise qui a émergé à l'automne dernier. Et je crois que on sera bien inspiré d'en tenir compte, parce que mon inquiétude, pour tout vous dire, c'est que le grand débat national, les exercices télévisés, les shows du chef de l'État l'amènent très vite à oublier la nécessaire modestie dans laquelle le pouvoir devrait rester. La décentralisation, c'est un exercice de modestie pour l'État. C'est de considérer qu'il ne peut pas faire tout seul et qu'il a besoin d'autres partenaires pour bâtir un système public performant. Et il y a, à travers notre volonté d'un nouvel élan de décentralisation, l'appel à la modestie de l'État. L'État doit être là où on l'attend, comme l'a dit Dominique, et doit confier dans une relation de confiance, et c'est à travers ce document l'appel à la confiance. En clair, dire à l'État, ayez confiance dans les élus locaux, nous ne sommes pas simplement des démagos, des incompétents, incapables de gérer, comme bien souvent veulent nous y confiner la sphère technocratique. Nous sommes en capacité de gérer des dossiers, nous sommes en capacité d'avoir le courage nécessaire de traiter toute une série de sujets. Et donc, il y a à la fois un appel à la modestie du pouvoir qui déclare chaque jour de grandes politiques dont nos compatriotes tardent à découvrir les effets, et il y a un appel aussi à établir une relation de confiance entre l'État et les élus locaux. À partir de là, je voudrais simplement dire que pour moi, ce document, c'est un triple exercice. C'est un exercice de démocratie, c'est un exercice d'efficacité et c'est un exercice d'économie aussi que d'appeler un nouvel élan de décentralisation.
Démocratie et liberté, tout le monde l'a dit tout à l'heure, donc je m'y arrête simplement 2 secondes. On a besoin de rapprochement du pouvoir et des citoyens, on a besoin de contrôle de l'électeur sur le pouvoir, on a besoin de co-construction, de participation, et il n'y a pas une collectivité qui ne gère pas ses politiques en les construisant avec les acteurs auxquels elles sont destinées. Quand un maire bâtit une école, il le fait avec les parents d'élèves, il le fait avec les enseignants. Quand un président de département bâtit un collège, il se livre au même exercice. Et quand une région bâtit un lycée, il se livre au même exercice. Et quand moi, construis ma politique agricole, j'ai 6 mois de travaux, 260 responsables professionnels pour aboutir à un projet agricole et à une refonte du plan de développement rural. Et donc, il y a d'abord, dans notre appel à la décentralisation, le besoin d'inscrire un certain nombre de libertés qui sont trop souvent oubliées. Il y a par ailleurs un exercice d'efficacité. J'insiste beaucoup là-dessus. Ça a été dit par Dominique et François, mais, pardon, l'efficacité, c'est la capacité d'adapter. L'efficacité, c'est la capacité d'innover. L'efficacité, c'est la capacité d'expérimenter. Cet exercice-là impose d'intégrer la différenciation dans les compétences, impose d'intégrer la différenciation dans les organisations, impose de permettre d'éclairer le débat public à travers des expérimentations qui sont portées par des collectivités, impose aussi de bâtir un modèle dans lequel, parce qu'on est dans une relation de confiance, l'État confie aux collectivités un certain nombre de compétences pour aborder une autre approche. Je prends un exemple simple. Quand nous demandons à un certain nombre de régions de prendre en main la politique de l'emploi, de faire en sorte que nous puissions avoir la totalité de la question de la formation professionnelle, ça correspond à une problématique sur laquelle butent tous les pouvoirs depuis 20 ans ou 30 ans, qui est celle du retour à l'emploi d'un certain nombre de nos compatriotes qui sont très éloignés du marché du travail, de faire en sorte qu'on puisse avoir le pilotage d'un certain nombre de structures qui ne sont pilotées au bout du compte par personne. Parce que, pardon, Pôle emploi n'est piloté par personne. Et c'est de faire en sorte que nous soyons en mesure de bâtir des systèmes où on puisse expérimenter et innover par bassin d'emploi dans des démarches qui sont radicalement nouvelles. Et c'est parce que nous serons en capacité de pouvoir porter de telles expérimentations qu'on sera capable ensuite, éventuellement, de les généraliser sur le territoire national. J'ajoute par ailleurs que face à l'impuissance dans laquelle nous sommes depuis des mois et dans l'immobilisme dans lequel nous sommes depuis des mois, il y a probablement, à travers la décentralisation, la capacité de faire en sorte que la fin du quinquennat soit un quinquennat utile. Je vous fais observer que si vous prenez les mesures annoncées chaque semaine, c'est le renoncement sur à peu près tout. Il n'y a plus un sujet sur lequel on ose avancer. Hier, c'était la loi sur la mobilité où les mesures les plus compliquées ont été abandonnées. Il y a quelques semaines, c'est la fusion des rectorats sur lesquels on a décidé de renoncer. Et pour prendre un sujet des collectivités, même si ça faisait débat entre nous, je vous rappelle que les grands discours d'il y a 3 mois sur le recours au droit privé pour les collectivités territoriales dans l'embauche de leurs collaborateurs, tout ça a été complètement abandonné dans le texte que présente le gouvernement. Et donc, si on veut que la fin de ce quinquennat soit utile, il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir cette respiration et cette capacité de transformation que les collectivités sont en capacité de porter. Troisième élément, et j'en ai terminé, c'est aussi un exercice d'économie. Et nous disons dans ce document qu'il faut en finir avec l'idée que notre pays peut se payer le luxe de la décentralisation et de la déconcentration.
Ce que nous disons, c'est qu'il faut faire le choix. Soit c'est l'État, et c'est l'État, avec des services déconcentrés qui ont encore les compétences pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, soit lorsque nous décidons, lorsque la nation décide de confier aux territoires, ce sont les territoires, c'est pleinement et totalement les territoires. Et qu'on ne peut pas continuer à dupliquer des services qui exercent pour les uns des compétences tellement réduites qu'ils apparaissent bien souvent pour les territoires comme surtout des empêcheurs, et des territoires qui ont aujourd'hui l'essentiel des compétences et des budgets, mais qui sont en permanence confrontés à des dialogues infinis pour porter des politiques. Et quand Dominique évoque le champ du médico-social et de la solidarité, c'est probablement le champ dans lequel on a le plus d'impuissance compte tenu de l'entrecroisement des compétences. Et donc nous disons pour nous, régions, allons jusqu'au bout de la décentralisation, ne restons pas au milieu du gué et portons très clairement une analyse simple à partir du principe de subsidiarité. Qui doit faire quoi et comment le fait-on? À partir du moment où on détermine un échelon pour le faire, on le fait dans un climat de confiance, en confiant totalement cette compétence à l'échelon déterminé. J'en finis enfin pour indiquer que pour les régions, la question n'est pas tellement le transfert massif de compétences, mais plutôt un toilettage des compétences sur lesquelles nous sommes. C'est la question de la formation professionnelle que j'ai évoquée, c'est quelques pans sur les questions de l'économie, notamment les pôles de compétitivité, ce sont des réflexions sur les politiques de l'emploi, mais des champs sur lesquels nous sommes déjà très largement partie prenante. Et en quelque sorte, il nous semble qu'il nous faut bâtir un modèle dans lequel on accepte l'idée que la France a à la fois besoin des communes, la France a à la fois besoin des départements sur le champ de la solidarité, et la France a besoin de régions quand il s'agit de porter les grandes politiques de développement. Et qu'il n'y a pas, pour nous, de place à ce qui probablement est l'espoir caché du gouvernement, la place à des différences entre nous. Le gouvernement a réussi à faire quelque chose qui paraissait improbable, c'est de réunir les 3 échelons de collectivité. C'est quand même un exercice absolument extraordinaire. Pendant des années, ces échelons ont été en compétition sur un certain nombre de sujets ou en concurrence. Eh bien, le miracle d'un gouvernement recentralisateur méprisant les territoires a été de construire l'unité et la cohésion des communes, départements et régions. Et ce que je veux dire, c'est que ce ciment-là, il est extrêmement fort parce que derrière cela, il y a notre volonté de rendre le système public efficace. Efficace pour nos compatriotes et efficace pour la transformation du pays. Merci, on est à présent disponible pour répondre à toutes vos questions. André Léniel, André Viala sont également à nos côtés pour pouvoir éclairer vos réflexions. Qui souhaite poser la première question? Monsieur. Bonjour, oui, voilà. Bruno Dive, Sud-Ouest. Dive. Il serait question, selon certaines informations, que Emmanuel Macron songerait à rétablir ou à instaurer, puisqu'il n'a jamais été vraiment instauré, l'idée du conseiller territorial. Donc vous avez tous les 3 été ministres de Nicolas Sarkozy. Je suppose donc que vous êtes enthousiasmé par cette idée. Point d'interrogation. Vous voulez une réponse ou finalement peut-être, voyez, dans un grand courage, je vais laisser les départements et les régions se prononcer, puisque c'est les premiers concernés. Je vais dire à Bruno Dive, mais il devrait le savoir, que une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le gouvernement de François Fillon en novembre 2010, à ma demande, j'avais demandé au président de la République dès le mois de juillet, c'était justement à cause de l'instauration du conseiller territorial, à laquelle j'étais personnellement très hostile. Pour plusieurs raisons. Mais je vais ne prendre que les raisons formelles. La première raison, c'est que dans nos assemblées communales, nos conseils municipaux, dans nos
conseils régionaux, dans les conseils départementaux, nous avons des tas de gens qui exercent toutes sortes de métiers. Des agriculteurs, des médecins, des pharmaciens, des fonctionnaires, des notaires, tous les métiers de la terre. À partir du moment où vous confiez un deuxième mandat, surtout par exemple dans des régions qui sont immenses, avec toutes les représentations que cela entraîne, vous transformez ces conseillers départementaux ou régionaux en professionnels à temps plein de la politique. Car ils sont incapables, avec les charges que représente l'exercice de 2 mandats, en particulier dans les très grandes régions, mais aussi dans les régions de dimension plus humaine, sont incapables d'exercer une activité professionnelle. Donc ça veut dire qu'on se coupe de tas de gens qui nous apportent leur expérience de la vie, ce qu'ils entendent, ce qu'ils rencontrent, ce qu'ils font. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui transforme profondément la vie publique de notre pays, et dans un sens qui n'est pas exactement celui qu'ont indiqué les gens dans les grands débats, où ils souhaitent une classe politique, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais proche des gens et pas professionnalisée. Donc, première remarque. Deuxième remarque, vous imaginez la composition de la région Nouvelle-Aquitaine ou Sud, avec un hémicycle de près de 500 personnes. C'est une folie et qui apparaîtra d'ailleurs aux yeux de nos concitoyens comme telle. Donc pour ma part, mais c'est un avis, nous n'avons pas débattu au sein de l'ADF, puisque le canard enchaîné ne paraît que le mercredi matin, c'est une proposition que je considère pour ma part gadgetesque et ubuesque. Mais c'est un avis personnel. Eh bien, étant sorti du gouvernement au même moment, pour d'autres raisons pour ma part, mais aussi de mon fait, c'était pas les mêmes raisons. Très clairement, j'ai toujours été opposé au conseiller territorial. Alors, je ne sais pas ce que pensent mes collègues présidents de région, mais j'ai jamais compris la pertinence de cette proposition. Donc, très franchement, je pense qu'il y aura peu de personnes au sein des territoires pour soutenir cette idée-là. Alors moi, je suis rentré au gouvernement à peu près à la même période, mais pas pour ces raisons-là. Mais j'en ai un souvenir relativement fort, parce que le débat avait animé quand même les territoires et les avait un peu fracturés, puisque c'était en complément de la réforme de la taxe professionnelle qui avait aussi secoué très fortement les collectivités locales sur la base de leurs recettes. Je pense qu'en réalité, c'est très bien de reprendre des idées du monde d'avant, ce qui prouve qu'il y avait quand même quelques réflexions qui étaient utiles pour une organisation pertinente d'une décentralisation. Mais les temps ont changé, et ils ont changé singulièrement sous la présidence Hollande, avec une année 2015 horribiliste pour les collectivités territoriales, qui ont mis en place des grandes régions de la taille d'un État, et une réflexion d'un papier-calque, plus la loi NOTRe, plus la loi MAPTAM, plus voilà, et faire un papier-calque quelques années plus tard, qui était à l'époque réfléchi sur des régions qui étaient au nombre de 22, et avec des départements 4, 5 en moyenne par région au grand maximum, ne peut absolument pas être restitué aujourd'hui. Vous avez des régions qui font 5-6 millions d'habitants. Donc c'était probablement une bonne idée à un instant T, si on considérait qu'il fallait donner un peu de la vélocité. Aujourd'hui, c'est certainement pas ce que nous demandons, c'est certainement pas de la décentralisation, et c'est probablement inadapté. Sauf si l'intention du pouvoir est de rouvrir le jeu, mais alors là c'est une autre aventure, sur le périmètre des grandes régions, sur les compétences des départements, sur l'avenir des intercommunalités. Je ne conseillerais pas, mais je ne veux pas m'élever au-dessus d'une condition qui n'est pas la mienne, je ne conseillerais pas au pouvoir d'aller sur ce terrain-là. Il me semble plus sage, au fond, de s'inspirer du texte que nous proposons, et ensuite, ce que nous proposons, c'est aussi un temps de discussion et des marges d'approche avec des calendriers, des textes, une révision constitutionnelle. Je pense que c'est plus sage. Je ne pense pas qu'il y ait une majorité aujourd'hui dans les territoires, mais surtout bien mesurer le décalage, et cette année 2015 qui aura été une année qui aura en fait tout chamboulé. Et pour l'AMF, nous en parlerons au sein des instances si d'aventure cette idée était proposée, on ne veut plus de mécanos administratifs.
Voilà, c'est clair, c'est net, on veut bien changer à la marge, corriger ce qui n'a pas marché dans la loi NOTRe, offrir des clauses de revoyure, un peu plus de liberté, mais plus un chamboule-tout. C'est ne pas comprendre en fait tout ce qu'on porte depuis plusieurs années. Bonjour, Lucie Romano, journaliste pour AEF. J'ai une question sur la nouvelle répartition des compétences et notamment sur le logement. Vous l'avez évoqué brièvement et je voulais en savoir plus. Alors, sur le logement, il y a un très grand sujet. Il faut vraiment que vous regardiez les chiffres, la mesure APL que nous avons dénoncée très vite. On nous a d'ailleurs accusés, très vite aussi, de faire de la politique et d'être contre le gouvernement par posture parce qu'on appartenait à l'Ancien Monde et qu'on avait perdu les élections. Toutes ces interprétations-là, elles doivent être mises de côté sur les positions que nous prenons, qui sont une analyse sur une réalité de terrain. La mesure APL est en train de chambouler totalement le monde des offices publics de l'habitat, avec des conséquences économiques importantes, peut-être sociales pour ces offices, mais surtout de production de logements sociaux. Il y a un effondrement aujourd'hui. On est passé de 150 000 à 50 000 en production. Ça entraîne la promotion privée. Et derrière, c'est une vraie réalité. En réalité, l'APL est une mesure de rendement budgétaire, pas une politique de logement. C'est une mesure d'ajustement de somme. Vous déplacez 1 euro, vous récupérez 350 millions. Vous déplacez 5 euros, vous récupérez 1,5 milliard. C'est très bien de dire qu'on est vertueux sur le plan des finances publiques, mais on ne mesure pas les conséquences derrière. Les conséquences, elles sont devant nous. Et moi, je le dis, j'ai participé en tant que président de l'AMF à une conférence de presse il y a une quinzaine de jours avec tout le mouvement du logement social. Nous tirons la sonnette d'alarme. De même que nous l'avons fait sur l'APL, nous l'avons fait sur les emplois aidés, nous l'avons fait sur la contractualisation. Le pouvoir serait bien inspiré de nous écouter sur ce qui est en train de se passer sur le terrain. Il y a de la production globalement et de la réhabilitation dans les quartiers jusqu'à la fin 2020. Après, c'est l'inconnu, c'est le brouillard, c'est en train de s'épaissir. Donc cette question du logement, elle doit être appréhendée globalement à l'aune de ce qui a été mis en place et techniquement à l'aune de ce que nous pensions pouvoir mieux piloter. Ensuite, la répartition, ça fera l'objet des discussions. Est-ce que c'est l'intercommunalité? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est un partenariat avec les départements? La plupart du temps, les départements ont des offices publics de l'habitat qui ont des logements plus importants en nombre. Donc, dans les négociations pour les conseils de gouvernance, dont le calendrier est prévu pour fin 2020, les départements auront un rôle à jouer. Ça fait partie des discussions. On ne dit pas ce matin, aujourd'hui, c'est les communes qui récupèrent toute la politique de logement, ou c'est les intercos, c'est les départements. En tout cas, on dit que l'État, aujourd'hui, n'est plus en situation, de manière pertinente, de répondre aux zones tendues actuelles et est en train, par sa politique fiscale, de créer des zones tendues qui n'existent pas. Et ça nous préoccupe réellement. Nouveau problème de signal avec Territoire Uni. On va essayer d'y revenir dans quelques instants. On a suivi l'essentiel des discours de François Baroin, Dominique Bussereau et Hervé Morin. Un petit mot peut-être avant de rentrer sur le fond des propositions, puisque je rappelle que les 3 présidents d'associations ont établi 5 objectifs qui font leur base, la base de la conception de leur décentralisation. Sur ce qu'ils ont dit au début, c'est vrai qu'ils ont replacé le contexte, Territoire Uni, la création de cette association. Et ils l'ont dit, Stéphane, eh bien, ils ont été des lanceurs d'alerte dans la déconnexion entre l'État et les territoires. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le propos que M. Capu a eu tout à l'heure en faisant le parallèle avec les gilets jaunes. Il y a quelque chose d'intéressant dans la notion de... On parlait de colère. Cette colère, c'est une colère qui vient de loin, pour reprendre une expression du président de la République, qu'il a utilisée dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. Effectivement, les problèmes qui sont à l'origine de la crise, on l'a bien vu, remontent. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, Oriane, au quinquennat de Nicolas Sarkozy. François Baroin, à l'instant, vient d'insister lourdement sur 2015, qui a été l'année du grand chambardement. Et effectivement, pour les Gilets jaunes, c'est un petit peu la même idée. C'est que les problèmes, ils sont accumulés depuis très longtemps. En réalité, ce qu'il faudrait aussi redire, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron, elle est le fruit de cette colère et d'un courant dégagiste. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de tout changer. Et une des problématiques à laquelle on assiste ce matin, c'est l'idée que, en fait, le vote en faveur de La République En Marche et d'Emmanuel Macron était lié à cette volonté de tout changer,
que le diagnostic de La République En Marche, c'est vrai pour les Gilets jaunes, c'est vrai pour les territoires, était le bon, et qu'il y a une attente qui était très forte, et qui a été rapidement déçue. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Le point de rupture pour les territoires, c'est la conférence nationale des territoires du mois de juillet 2017. C'est-à-dire tout de suite l'idée que, en fait, ce qui va être mis en place répond aux attentes, le diagnostic est bon, il va se passer quelque chose. Et dans la foulée, quasiment, tout de suite, il y a une série de mesures qui sont prises et qui contredisent cet espoir et cette attente. Et donc, vous disiez tout à l'heure, Monsieur Capu, qu'en fait, les élus sont montrés responsables, respectueux, ils ont changé de ton, ils sont plus dans le combat et dans les propositions. C'est vrai, mais regardez bien ce qui vient de se passer. Dans les 5 objectifs, les 3 premiers reposent sur une modification de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la confiance n'y est plus. Ça veut dire on veut changer, mais on veut des garanties. On veut que la Constitution change pour être certain qu'on ne nous fera pas 2 fois le même coup. C'est-à-dire qu'on ne nous dise plus on vous a compris, on va changer, on rectifie le tir, et qu'en réalité, ça ne se passe pas comme prévu. Et donc moi, ce que j'entends dans les 3 premières propositions, c'est la volonté que les choses soient gravées dans le marbre. Sur la conférence nationale de décentralisation, il y a une demande que ce soit inscrit dans la Constitution. Sur la loi pluriannuelle des finances locales, que ce soit également inscrit dans la Constitution. Et sur la clause de compétence générale, qu'elle soit inscrite également dans la Constitution. Donc je trouve qu'il y a effectivement des propositions, que les choses se structurent de manière très claire, mais en même temps, j'entends aussi cette défiance qui passe par une demande de clarification très claire. Alors, on va y revenir dans quelques instants, mais on va tenter de retourner au siège de l'AMF. On a retrouvé le signal, c'est Hervé Morin, le président de Région de France, qui répond aux questions. Et il passe la parole à André Léniel, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. La place de l'intercommunalité. Je rappelle que nous sommes l'Association des maires de France et présidents d'intercommunalité. Et que l'association qui représente l'immense majorité des intercommunalités, c'est l'AMF. Nous avons eu une rencontre sur l'intercommunalité il y a de cela moins de 15 jours. Et nous avons pris unanimement des positions très claires sur le sujet. L'intercommunalité est un outil indispensable au service des communes, mais qui s'appuie sur un principe simple. Alors le mot n'est pas toujours compris, je vais l'expliciter, mais c'est le principe de subsidiarité. Tout ce qui peut être fait au niveau de la commune doit rester au niveau de la commune. Et ce que nous ne sommes pas capables de faire seuls, alors nous devons le mutualiser et le faire au niveau de l'outil intercommunal, qui peut être une communauté, mais qui peut être aussi un syndicat intercommunal. Ce sont des outils au service des communes. C'est cela. Et d'ailleurs, ce que nous défendons dans le texte qui vous est présenté aujourd'hui, c'est aussi la notion de subsidiarité par rapport à l'État. Nous disons, tout ce qui peut être fait au niveau des régions, des départements ou des communes doit être fait à ces niveaux-là. Et l'État doit se concentrer sur ce qui relève de ses pouvoirs régaliens. C'est très exactement cela, la démarche. Mais c'est une raison simple qui nous a conduit à proposer un certain nombre de modifications de la loi NOTRe. Non pas son abolition. Il y a des choses tout à fait utiles dans cette loi. Mais il y a un certain nombre de dérives. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même les a évoquées et a ouvert la porte à ce qu'il puisse y avoir des propositions pour faire de la loi NOTRe quelque chose de plus souple et qui permette que la commune continue à être pleinement représentée. Donc nous sommes dans cette logique. Nous sommes dans cette démarche. Et nous voulons pouvoir faire en sorte que la commune, parce que nous y tenons, il suffit de regarder dans cette salle la campagne que nous avons engagée. Ma commune, j'y tiens, mais ce n'est pas seulement les maires qui tiennent à la commune, pas seulement les élus municipaux. Ce sont nos concitoyens. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui encore, la seule institution en dehors de la présidence de la République qui soit plébiscitée par nos concitoyens, c'est la commune. Et donc nous avons la nécessité de répondre aux attentes de proximité, aux attentes d'efficacité, et c'est par une conception souple entre la commune, cellule de base de la démocratie, et l'outil intercommunal, que nous aurons à la fois la proximité et l'efficacité, et c'est bien la position de l'AMF depuis les origines de l'intercommunalité.
Bonjour, Anita Hausser. Vous vous définissez comme des lanceurs d'alerte, mais je me demande si vous avez vraiment été entendu, puisque vous réclamez des mesures de décentralisation et on vous répond systématiquement déconcentration. Alors, comment allez-vous convertir les hautes autorités? D'abord, on ne nous a pas répondu encore, chère Anita, pour l'instant. Ah, bon. Donc, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la réponse. Nous lisons des propos de Sébastien Lecornu dans la presse, nous entendons des propos privés des ministres lorsque nous les rencontrons, qui vont plutôt dans ce sens-là, mais nous ne savons pas ce que retiendra ou ne retiendra pas l'État. Alors, faut-il opposer déconcentration et décentralisation? Quand j'étais étudiant à Sciences Po, il y a plus de 40 ans, on était déjà sur ce bon sujet. Oui, ça fait que 40 ans. Quel salopard. En 2 points, ou 3 points. Hein, un plan en 2 parties ou en 3 parties. C'est pas une opposition. Si l'État venait à penser qu'il sort d'une crise aussi grave que celle que nous venons de connaître et qui n'est pas encore terminée et qui peut à tout moment d'ailleurs se réchauffer avec le soleil printanier, par une déconcentration, hein, c'est-à-dire simplement par une organisation différente des services de l'État, ce serait vraiment une erreur d'analyse politique. Enfin, je le dis gentiment, hein, c'est pas une critique, ce serait une erreur d'analyse politique. Mais une décentralisation n'empêche pas une déconcentration. Nous ne sommes pas opposés, bien au contraire, à ce que les préfets des départements aient plus de pouvoir aujourd'hui. Ils ont perdu leur pouvoir au profit de directions régionales, au profit du préfet de région dans les compétences de l'État, et que quand nous posions une question à notre préfet de département, il puisse nous donner la question sans en référer à une direction régionale à un autre bout de la région, sans en référer à l'administration centrale, voire au cabinet du ministre concerné. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre la décentralisation et la déconcentration. Il y en aurait une si le gouvernement avait la position folle de considérer que la réponse à la crise est la déconcentration sans la décentralisation. Il y aurait, d'une part, bien entendu, pour nous, une réaction extrêmement vive si l'État pensait qu'à la crise démocratique que nous vivons, à la demande de démocratie... Décidément, petit problème de signal avec cette conférence de presse de Territoire Uni. On va revenir en plateau avec nos 4 invités. Gérard-François Dumont, on parlait il y a quelques instants avec Stéphane Vernet de ce qu'il ressort de cette conférence de presse. Et Stéphane disait, on voit que désormais il y a un manque de confiance entre l'État et les élus locaux. C'est aussi ce que vous retenez ? Le manque de confiance, il est ancien, puisque en fait l'État a pris toutes ces dernières années des décisions sans jamais se concerter avec les élus locaux. Et en plus, il y a des termes de contradiction entre la parole et les actes. Prenons un exemple simple. Quand le président Macron, début juillet 2017, s'adresse aux parlementaires dans le cadre de la réunion du Congrès, il utilise le terme de pacte girondin. Je peux même vous dire qu'à cette époque-là, plusieurs pays européens m'ont téléphoné en me disant « ça y est, la France va plus être jacobine, elle va enfin mettre en place un pacte girondin ». Et puis quelques jours après, on est le 17 juillet, mais on voit qu'au contraire, on a une recentralisation qui continue. Donc ce qui est, dans cette conférence de presse, ce qui me paraît important, c'est qu'en fait, c'est une remise en cause du principe même de toutes les lois qui ont été votées ces dernières années, sous la droite comme sous la gauche. Parce que si on étudie toutes ces lois de 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, ça n'a pas manqué, hein, la profusion de lois. Si l'on essaie de réfléchir qu'est-ce qui les justifie, c'est un seul principe. Big is beautiful, tout ce qui est grand est magnifique. C'est la seule justification de toutes ces lois. Or, manifestement, là, les élus disent « mais il faut de la subsidiarité ». C'est-à-dire qu'en fait, pour l'efficacité, il faut laisser prendre les décisions à l'échelon où ça peut être le plus efficace et où la citoyenneté peut s'exprimer le mieux. Donc c'est une totale, pour moi, remise en cause du principe, et ça suppose effectivement un travail pour les parlementaires absolument considérable, puisque si on remplace le principe « big is beautiful » par le principe « subsidiarité », ce sont en fait toutes nos lois territoriales de ces dernières années qui doivent être balayées, repensées et révisées. Ça ne veut pas dire que tout doit être supprimé. Par contre, ça suppose d'évaluer
leur efficacité réelle et une vraie évaluation, pas ce qui a été fait récemment. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a eu un colloque sur l'évaluation du résultat des lois territoriales, mais on n'a fait parler que des gens qui étaient des rédacteurs de ces lois territoriales. Donc évidemment, ils étaient contents par définition Vous du résultat. donnerez votre avis sur cette évaluation. Mathieu Darnaud, vous allez aussi loin que Gérard-François Dumont. C'est une remise en cause totale de ce qui a été fait ces dernières années? Oui, alors je mets juste un bémol, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, on n'a pas complètement fini de mesurer l'impact de ces différents textes. Je suis d'accord avec le constat, et je vais même plus loin, je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner, tout simplement. Et quand on dit c'est une crise qui vient de loin, oui, mais elle vient de loin parce que c'est une addition, à un moment donné, de blocages qui ont produit le résultat au-delà même, et je suis parfaitement transparent, au-delà même de la seule question des moyens. On fait des lois qui sont la traduction de la volonté des différents gouvernements qui ont pris des actes forts, des décisions fortes. Ça va être le cas encore avec la question fiscale, la loi NOTRe et l'intercommunalité, et vous l'avez dit à juste titre, sans jamais associer celles et ceux, les femmes et les hommes qui vont devoir mettre en application ces textes. Et résultat, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis désolé. On a visité 50 départements avec la commission des lois, justement pour faire de l'évaluation et du contrôle. On a été vraiment au bout des choses. C'est ce qui a d'ailleurs fait que nous avons essayé de corriger déjà par anticipation avec la question de l'eau et de l'assainissement, qui sont des questions qui ne répondent pas simplement à des logiques intercommunales, mais à des logiques de bassin versant. Derrière cet exemple-là, ça veut dire une chose très claire. Quand on pose le problème et la problématique de différenciation territoriale, ça nécessite absolument qu'il est grand temps de faire un peu plus confiance aux élus des territoires. Faire confiance aux élus des territoires, ça veut dire très clairement qu'à la fin des fins, quand on fait l'intercommunalité par exemple, ce sont ces élus qui doivent décider et non pas toujours la main de l'État au travers, et j'ai le plus grand respect pour le travail que font les préfets. D'ailleurs, vous parlez du lancement de la Conférence nationale des territoires. Moi, je vois d'un très bon œil ce qu'on appelle les préfets simplificateurs. Ça a été évoqué par les 3 présidents des associations, qui permettra justement pour tous les élus d'avoir un interlocuteur de l'État qui soit non seulement en capacité de leur apporter les réponses à leurs questions, mais plus encore de pouvoir permettre que l'adaptation de la loi se fasse en fonction des problématiques locales qui varient selon les territoires. Ça, c'est particulièrement important. Il faut arrêter de donner le sentiment aux élus que tout est décidé à Paris et que, bien ou mal, il leur revient l'ardente nécessité ou l'ardente obligation de mettre en application ces lois. Et ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. Donc oui, il faut revisiter les différents textes, à commencer pour moi par la loi NOTRe, et je ne fais pas une fixation absolue sur la loi NOTRe, mais on a bien vu aujourd'hui qu'elle... oui, elle pose comme le postulat absolu du Big is Beautiful, c'est-à-dire qu'il faut faire toujours plus grand. On peut ajouter aussi la loi sur les régions, des très grandes régions, avec aujourd'hui des très grandes intercommunalités. On commence d'ailleurs à parler de fusion ou de travail entre les départements. Donc, pour répondre justement à ce besoin de proximité qu'assurent les départements, parce que les régions sont devenues tellement grandes qu'on a une perte en ligne de ce qui est aujourd'hui peut-être un des éléments, un des faits générateurs de ce mouvement des Gilets jaunes. C'est que les gens ont le sentiment qu'il n'y a plus de proximité, on ne sait plus à qui s'adresser. Pour vous, il faut redessiner cette carte des régions ? C'est une question qu'on peut se poser. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le chantier prioritaire, mais en tout état de cause, on le voit bien et ça a été dit par les 3 présidents. Si on veut ne serait-ce que se reposer la question du conseiller territorial, il est évident qu'on ne peut pas le faire avec des régions et aussi importantes, avec une carte institutionnelle telle qu'on la connaît et telle qu'elle découle finalement de ces dernières lois territoriales. Donc parce oui, il faut... Juste sur cette loi NOTRe, Emmanuel Macron a ouvert la porte à une révision de la loi NOTRe. Pour vous, elle doit aller jusqu'où cette révision ? Mais si vous me permettez de dire juste un mot là-dessus. Moi, j'entends tout ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est très bien. Mais j'aimerais véritablement qu'on sache. J'ai posé la question en délégation aux collectivités à Sébastien Lecornu. Qu'est-ce que c'est qu'un irritant
quand il parle, il faut revenir sur les irritants de la loi NOTRe. C'est quoi les irritants de la loi NOTRe? Moi, je ne sais pas le dire. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement soit précis. Il faut qu'Emmanuel Macron nous dise ce qu'il veut. Parce qu'on a entendu un petit peu tout et son contraire dans le grand débat national. On a des choses qui sont très intéressantes, qui vont, selon moi, dans le bon sens. Mais on entend aussi des choses qui sont paradoxales. On entend des propositions qui ne sont pas forcément complémentaires, mais qui s'opposent les unes aux autres. Donc je crois qu'il faut revisiter, et c'est intelligent, c'est important, des textes comme celui de la loi NOTRe, notamment sur des questions comme l'intercommunalité, sur la capacité qui doit être offerte aux élus des territoires de pouvoir faire de l'expérimentation, de pouvoir prendre certaines compétences, de pouvoir en restituer au niveau de l'intercommunalité vers les communes. L'exemple du Maine-et-Loire, il est illustrant à ce propos. Aujourd'hui, vous avez un département qui a une singularité parce que vous avez beaucoup de communes nouvelles, des communes nouvelles importantes, et que ces communes nouvelles, elles disent aux intercommunalités qui sont tout aussi importantes, nous, on a vraiment besoin de réexercer nos compétences de proximité, donc rendez-les nous. Donc il faut peut-être s'interroger sur le fait qu'à un moment donné, oui, il faut qu'on opère des différenciations entre la commune et l'intercommunalité. Gérard-François Dumont. Oui, non, je voulais dire simplement, vous dites, le président Macron a ouvert la porte sur une adaptation de la loi NOTRe. Mais je vous rappelle qu'avant d'ouvrir la porte, il l'a surtout fermée au départ, puisque chaque proposition qui a été faite au Parlement pour ajuster un peu la loi NOTRe, par exemple sur la compétence eau et assainissement. Moi, j'ai été auditionné à l'Assemblée sur ce sujet. Au dernier moment, l'ordre du gouvernement, c'était « on ne change rien ». Donc là, il y a un élément nouveau, mais cet élément nouveau, il faut vraiment que par des actes, il prouve qu'il est prêt à avancer sur ce dossier. Parce que le vrai problème de la loi NOTRe, quel est-il ? C'est que oui, la France a besoin d'intercommunalité. Et d'ailleurs, elle n'a pas attendu 2018 ou la loi NOTRe de 2015. Je rappelle que l'intercommunalité, ça a commencé en 1890, avec la création des premiers syndicats intercommunaux. Donc les communes ont toujours compris qu'il fallait mutualiser quand c'était nécessaire. Mais le problème de la loi NOTRe, c'est qu'elle n'organise pas de l'intercommunalité. Elle organise une supracommunalité, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'elle organise une prise de pouvoir à un échelon supérieur, avec une complexité administrative telle qu'il n'y a que les technostructures qui sont capables de comprendre le fonctionnement interterritorial, ne serait-ce qu'en matière de répartition des finances entre les communes et les intercommunalités. Donc on est très loin de l'esprit de la démocratie et de l'esprit de citoyenneté. On va revenir sur l'attitude d'Emmanuel Macron et les relations entre État et collectivités. Avant de vous faire réagir, Emmanuel Capus, je voudrais qu'on écoute un extrait d'Hervé Morin. Pendant cette conférence de presse, le président de Région de France qui a dénoncé le mépris, la condescendance de l'État envers les élus locaux et qui a lancé un appel à la modestie de l'État, un appel à une nouvelle relation de confiance. On écoute Hervé Morin. Le grand débat national, les exercices télévisés, les shows du chef de l'État l'amènent très vite à oublier la nécessaire modestie dans laquelle le pouvoir devrait rester. La décentralisation, c'est un exercice de modestie pour l'État. C'est de considérer qu'il ne peut pas faire tout seul et qu'il a besoin d'autres partenaires pour bâtir un système public performant. Et il y a à travers notre volonté d'un nouvel élan de décentralisation l'appel à la modestie de l'État. L'État doit être là où on l'attend, comme l'a dit Dominique, et doit confier dans une relation de confiance, et c'est à travers ce document l'appel à la confiance. En clair, dire à l'État, ayez confiance dans les élus locaux, nous ne sommes pas simplement des démagos, des incompétents, incapables de gérer, comme bien souvent veulent nous y confiner la sphère technocratique. Nous sommes en capacité de gérer des dossiers, nous sommes en capacité d'avoir le courage nécessaire de traiter toute une série de sujets. Et donc, il y a à la fois un appel à la modestie du pouvoir qui déclare chaque jour de grandes politiques dont nos compatriotes tardent à découvrir les effets, et il y a un appel aussi à établir une relation de confiance. Confiance entre l'État et les élus locaux. Emmanuel Capus, il a raison, Hervé Morin, il y a eu trop de mépris, trop de condescendance. L'État doit être, l'exécutif en tout cas, doit être un peu plus modeste avec les élus locaux.
Je note que c'est une conférence de presse commune des 3 présidents, mais que le discours n'est pas tout à fait le même. François Baroin a énormément insisté et s'est félicité sur le fait que le président de la République soit allé au contact des maires, des élus locaux pendant le grand débat. Donc il est dans le positif, dans l'avenir. François Morin revient sur le passé avec des termes qui sont, je trouve, volontairement quand même extrêmement polémiques. Revient un peu sur le début du quinquennat, sur éventuellement quelques maladresses que je veux bien concéder, et reparle de condescendance, reparle de modestie. Il faut quand même que les 3 là, qui sont sur la tribune, qui font un peu le show, ils ont tous été ministres. Et en plus, comme on l'a dit, en fait, ce qu'ils reprochent surtout, c'est des choses que soit Sarkozy a fait, soit Hollande a fait. Et François Baroin était tout à fait honnête. Il a parlé de l'annus horribilis 2015. Donc je pense, et objectivement, qu'il faut passer à une phase d'après. Fillon a perdu les élections. C'était celui qui était soutenu par les 3. Macron a gagné les élections. C'est vrai qu'il vient... C'était un inconnu. Il est président, il faut travailler ensemble. Et il faut être objectif. Ceux qui le reprochent, tout ce qu'ils proposent, ils étaient en capacité de le faire il y a quelques années. Tout, c'est des choses qui sont anciennes. Ensuite, objectivement, on en a parlé tout à l'heure, les dotations de l'État, elles baissaient systématiquement et automatiquement dans le quinquennat précédent. Ce qui a été mis en place objectivement, c'est une absence de baisse systématique, un maintien même dans l'état dans lequel les finances publiques de l'État sont, un maintien des dotations publiques aux collectivités locales, avec en plus la responsabilisation, c'est-à-dire des contrats avec les grandes collectivités, si vous maîtrisez l'augmentation de vos dépenses, pas si vous les baissez. Si vous maîtrisez l'augmentation de vos dépenses, on maintient les subventions, les dotations. Donc c'est quand même un vrai changement. Et d'ailleurs, c'est pas ce qui est reproché. On le voit bien sur les dotations. La vérité, si vous me permettez de continuer. Il y a une vraie inquiétude, on le voit dans les propositions. La vraie inquiétude, et celle-ci, elle est vraie, c'est l'autonomie financière des collectivités. C'est l'inquiétude sur la baisse, ou plutôt la suppression de la taxe d'habitation. Parce que quand on discute avec les maires, avec les élus, vous disent « Ok, c'est maintenu à l'euro près. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer ?» Et la réponse, d'ailleurs, elle est là. On nous la propose. On veut une loi pour graver dans le marbre le fait qu'on ne va pas demain nous baisser. Mais objectivement, si on nous demande un plan pluriannuel, c'est bien qu'on reconnaît qu'aujourd'hui, ce n'est pas baissé. Mais pour demain, pour l'avenir, on veut que ça soit gravé dans le marbre. C'est ça la vérité. Mathieu Darnaud, c'est vrai que c'est une grosse inquiétude, ça, pour les élus locaux, cette autonomie financière des collectivités. Elle n'est pas assurée pour vous aujourd'hui ? En tout cas, il y a un flou colossal qui persiste. Moi, aujourd'hui, j'attends toujours les réponses pour savoir quelles seront les ressources des 3 strates qui sont aujourd'hui représentées au travers de territoires unis. Alors, le gouvernement a promis une réforme de la fiscalité locale pour répondre à ça. Le gouvernement commencerait par faire des gestes ou traduire ses paroles en actes. Je pense que cela dissiperait le type de propos tenus par Hervé Morin ce matin. On n'aurait plus besoin, les faits sont têtus. Quand même, j'entends ce que dit Emmanuel Capus, je le partage pour partie, mais l'inquiétude, elle est quand même aujourd'hui légitime. Ça fait 2 ans maintenant que ce gouvernement est en responsabilité. Ça fait 2 ans qu'Emmanuel Macron a promis d'explorer certaines pistes. Et puis surtout, ça fait 2 ans, et même plus que 2 ans, parce qu'on avait déjà rendu un rapport ici au Sénat en juin 2016 qui s'appelait « Laissons respirer les territoires », où on fait des propositions concrètes. Le chef de l'État nous dit « C'est très bien, allons explorer ces propositions ». Là, on voit qu'elles sont encore ce matin reprises sur la clause de compétence générale, sur le fait de dire qui décide paye, sur l'autonomie fiscale. Tout ça me laisse à penser qu'aujourd'hui, tout est sur la table. On peut avancer, on a des pistes qui font consensus, qui sont partagés par les élus locaux et partagés, si j'en crois les paroles du chef de l'État dans les différentes assemblées qu'il a pu tenir avec les élus ou avec les Françaises et les Français suite au mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'il y a lieu maintenant de traduire ces propos en actes. Et moi, je le dis, je regrette vivement, on l'a dit sur eau et assainissement, mais qu'à chaque fois, on nous promette d'avancer, on nous dit c'est merveilleux, le travail que vous avez fait, il est exceptionnel, on va le reprendre, mais malheureusement, on ne voit jamais rien venir. Eh bien, je pense que de ce fait-là naît une frustration qu'il est grand temps de dissiper, et la seule façon de la dissiper, ce sont des actes.
Gérard-François Dumont. Oui, alors effectivement, donc, le contexte fait que le président Macron n'est pas responsable de la situation actuelle, totalement responsable des collectivités territoriales. Si on regarde l'histoire de la décentralisation, donc 1982, on a eu ce que moi j'appelle les 15 glorieuses de la décentralisation, où vraiment la France s'est décentralisée. Mais dès la fin des années 90, vous prenez toutes les décisions qui ont été prises par l'État, ce sont presque toujours des décisions de recentralisation. Et même ce qu'on appelle l'acte 2 de la décentralisation, quand vous le décryptez bien, il y a plus de recentralisation que de décentralisation. Parce que, par exemple, on transfère certaines compétences aux départements et aux régions, mais en leur imposant des règles extrêmement rigides qui fait que leur marge de manœuvre est faible. La grande surprise du président Macron, pour celui qui suit ces questions, c'est que, comme M. Capu l'a dit très justement, le président Macron n'est pas responsable des lois territoriales de 2010, de 2014, de 2015, de 2016. Mais la grande surprise, c'est que, alors qu'il n'était pas l'héritier de ces lois, dans toute la première partie de son mandat, il a fait comme s'il en était l'héritier, comme si ces lois étaient parfaites, et à chaque fois qu'il y a eu une proposition d'amélioration de ces lois, il a demandé à sa majorité parlementaire de les refuser. Alors, ce que l'on croit comprendre, c'est qu'il a évolué heureusement sur ce sujet, et que maintenant, il est ouvert à la nécessité de retrouver de la citoyenneté. Parce que le plus grave, à mon avis, dans ces textes, si vous voulez, c'est le déficit de citoyenneté qu'elle entraîne aujourd'hui, où le citoyen ne sait plus qui fait quoi, où le citoyen qui va voir son maire lui dit « Ah ben non, moi c'est l'intercommunalité qui s'occupe de ça maintenant, moi je ne peux pas savoir ce qui se passe. » Donc c'est ça le vrai problème, c'est refaire de la démocratie locale. Est-ce que le problème, si on entend Mathieu Darnaud, Emmanuel Capu et Territoire Unis, Stéphane Vernet, finalement, c'est la différence chez Emmanuel Macron entre les paroles et les actes? Oui, alors, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, d'où la volonté sur les trois premiers objectifs que les choses soient gravées dans le marbre, c'est-à-dire donnent lieu à une réforme de la Constitution pour avoir des garanties. Moi, j'y vois la marque d'un doute, d'une confiance rompue, alors qui effectivement est très ancienne. Les choses entre l'État et les collectivités sont compliquées depuis très longtemps, vous l'avez très justement dit, mais ce sentiment-là, il a été renforcé par le fait qu'il y avait une attente très forte par rapport à ce nouveau président, ce nouveau gouvernement. Il y a eu l'espoir ou l'idée que les choses allaient changer, et puis matériellement, ça ne s'est pas du tout passé tel que c'était attendu. Donc il y a une double défiance qui, à mon avis, explique une partie du discours. Juste si vous me permettez, sur l'extrait que vous avez montré d'Hervé Morin, je pense que c'est le moment le plus politique auquel on a assisté ce matin. Là, il n'était pas dans la proposition, il n'était pas dans la construction, c'était une charge purement politicienne, ce que n'ont pas fait Dominique Bussereau et François Baroin avant. Bon, ça fait partie du jeu. Ceci dit, c'est lui qui a eu il a dit, il y a eu un moment dans cette intervention qui est intéressant, c'est quand il dit l'État doit être là où on l'attend. Ça, c'est l'autre point clé de ce qui a été dit ce matin et repris par les uns et les autres. Vous parliez tout à l'heure du principe de subsidiarité. Peut-être, moi, je vais me permettre de l'expliquer de manière très, très basique, très simple pour nos téléspectateurs. En fait, que nous disent les présidents des trois associations? Ils nous disent « laissez-nous faire ce que nous savons bien faire ». Et je trouve qu'ils ont été très clairs dans la façon de présenter les choses en disant « la commune, la cellule de base, s'occupe de tout ce qui est relation de proximité avec les concitoyens. Laissez-nous faire ça, tout ce qui a trait à la proximité. On laisse au département s'occuper de tout ce qui est de l'ordre des solidarités et la mise en place et l'exercice des solidarités à l'échelle des territoires. Et les régions s'occuperont de développement économique. Et à l'État de se reconcentrer sur ce qu'on appelle ses missions régaliennes. C'est quoi? C'est la police, l'armée, la diplomatie. Et on clarifie les choses. Parce qu'en réalité, un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a eu des transferts de compétences au fur et à mesure du temps, mais il y a un certain nombre de compétences qui ont été officiellement transférées aux différentes collectivités, mais vous avez encore des endroits où les choses se chevauchent. C'est-à-dire on a donné telle ou telle compétence à telle collectivité, mais il y en a quand même une où quand même l'État continue à mettre son nez dans l'histoire. Et c'est à un moment, et ça on n'avait pas dans l'extrait, je le regrette, où Hervé Morin a une phrase qui me paraît claire, il dit « on ne demande pas un transfert massif de compétences, mais un toilettage ».
Et ce toilettage, à mon avis, il est indispensable et il ferait du bien à tout le monde. Je crois qu'il serait très intéressant par rapport à ce que vous venez de dire de donner un exemple qui est le programme LEADER de l'Union européenne. Donc il s'agit d'aider les territoires ruraux à des opérations de développement rural. Eh bien aujourd'hui, la France ne consomme que 7% de la totalité du budget dont elle dispose. L'une des raisons, c'est qu'en fait, justement, il y a doublon. Il y a doublon entre le travail que font les régions pour satisfaire les demandes de subventions européennes et ce que fait l'État. Et aujourd'hui, le citoyen, il ne sait pas où il en est. Parce que s'il voit son président de région dit « Ah bah ce sont les services de l'État qui sont en ce moment en train de bloquer le dossier que j'ai présenté », et si on s'adresse aux services de l'État, ils disent « Non, non, c'est la région qui est en train de bloquer ». Donc c'est le type même du doublon à supprimer. Soit c'est l'État qui monte les dossiers administratifs leader, soit c'est la région. Mais si on ne sait pas qui c'est, eh bien le résultat, c'est que ça pédale tiré dans la choucroute administrative. Et ce sont des centaines de millions d'euros que nos territoires n'ont pas, ou quand ils les perçoivent, c'est souvent avec un retard considérable par rapport à leur projet de développement. Alors, Stéphane. Juste un complément, ce qui est intéressant, et c'est pour revenir aussi sur le discours entre la décentralisation et la déconcentration. Il faut faire les deux. On a un problème, c'est-à-dire que ces dernières années, l'État a gardé un certain nombre de compétences. L'exemple que vous venez de donner est excellent, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu toute une série de cures d'amaigrissement et de mise au régime avec ce qu'on a appelé la RGPP, c'est-à-dire la volonté de dépenser moins, et on a réduit beaucoup les services de l'État, mais on les a réduits en régions. C'est-à-dire que les ministères continuent à avoir des effectifs pléthoriques, mais dans les territoires, les services ou les effectifs de l'État ont beaucoup diminué. Et ce qui fait dire, par exemple, à Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, aujourd'hui, qu'on a un État hydrocéphale. C'est-à-dire une grosse tête à Paris, un tout petit corps en région. Et un des problèmes que vous venez brillamment d'illustrer, c'est que vous avez une administration préfectorale aujourd'hui qui, au lieu d'être en appui des politiques, de faciliter et d'aider, qui en réalité, dans les relations, comme elle manque de moyens, exerce surtout un pouvoir de contrôle, dit la norme, et en fait, vous avez des élus qui ont le sentiment, ou qui le vivent au quotidien, que finalement l'État, au lieu de les aider dans leur territoire, passe son temps à les enquiquiner, en disant « non, ça vous pouvez pas faire », bloque le dossier, ou et ça, en termes d'efficacité, c'est juste dramatique. En termes d'image, c'est dramatique, et on aurait tous intérêt à ce que ce genre de choses change et vite. C'est ce que vous dites, hein, vous, Mathieu Darnaud, depuis plusieurs mois. C'est essentiel ce qui vient d'être dit. Pour moi, c'est essentiel. Ça va même au-delà de l'urgence qu'il y a à revisiter certains textes. C'est essentiel parce que c'est 80% du découragement des élus locaux dans les territoires. Le sentiment qu'ils ont à faire face quotidiennement à une inflation normative dont on ne sait pas qui est finalement responsable. On se doute que tout ça a été pensé, imaginé à Paris, mais charge à eux, avec la traduction financière, que ça peut aussi avoir très directement, de les exécuter, de mettre en place et de répondre à ces normes. Ça, je crois qu'il y a vraiment une impérieuse nécessité à y répondre immédiations. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, on voit nos préfectures se vider avec des services déconcentrés qui ont toujours moins de moyens. Moins de moyens, pourquoi ? Pour répondre aux élus des territoires, pour répondre aux acteurs des territoires, parce qu'il n'y a pas que les élus finalement. Là, on parle beaucoup des élus, mais la seule question qui vaille, celle qu'on doit se poser et qui est centrale dans le débat qu'on a ce matin, c'est quel service finalement on apporte aux Françaises et aux Français, à nos concitoyens. C'est ça la finalité de l'organisation institutionnelle et administrative française. C'est là-dessus. C'est par rapport à cette question qu'on doit raisonner et qu'on doit organiser nos services. J'ai le sentiment qu'on y répond au niveau des territoires avec les élus, qu'on n'y répond pas avec les services de l'État. C'est exactement ce qui vient d'être dit, qui reste très centralisé, avec des moyens sur les territoires qui ne permettent pas de répondre en temps et en heure aux problématiques des acteurs, quels qu'ils soient, élus, acteurs socio-économiques, acteurs associatifs dans nos départements. Et ça, c'est dramatique. Vous pensez que ce grand débat et le ton qu'a passé Emmanuel Macron avec les élus locaux va permettre de changer les choses ? Il faudra qu'il y ait des choses qui changent. Ça, je le dis très clairement, parce que si le grand débat, c'est des débats de 7 heures
heures ou de 8 heures, qui peuvent être vertueux par ailleurs, mais que tout ça ne débouche sur rien et qu'on n'entende pas cette colère-là, qui est une colère finalement qui est le fruit du vécu, du quotidien des Françaises et des Français sur les territoires. Alors oui, ce sentiment que le pouvoir n'écoute pas les territoires, malheureusement, il va s'amplifier. Et là, ça sera dramatique. Emmanuel Capus, il est impératif que l'exécutif, qu'Emmanuel Macron entende cette colère. Le grand débat en est l'occasion. Le colère, je pense que le président de la République, il l'a entendu et c'est pour ça qu'il est allé au-devant des maires. Plus globalement, moi, derrière l'aspect inutilement, à mon avis, polémique de l'attaque d'Hervé Morin, il y a plein de choses chez les 3 présidents que je partage. Et notamment, principalement, le fait que l'État doit se concentrer, et les 3 l'ont dit, doit se recentrer sur ses missions régaliennes. Moi, ça, à la commission des finances, je le rappelle, quasiment à chaque commission, ça, moi, je partage tout à fait cet objectif des 3. Derrière, effectivement, il y a le sentiment, particulièrement des maires, qu'il y a une complexité normative et que l'État les embête tout le temps. Mais derrière, est-ce que ça vient de l'État lui-même? Est-ce que ça vient de la présidence de la République? Pas toujours. Je veux dire, le Pacs, la carte d'identité, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les changements de nom, tout ça. Des nouvelles contraintes pour les maires. Ça ne vient pas nécessairement de l'État, mais ça vient de changements normatifs sur lesquels, effectivement, pour le coup, les parlementaires peuvent travailler aussi. Donc il y a un sentiment qui se retourne contre l'État, mais dont l'État n'est pas nécessairement responsable. Merci Emmanuel Capus, merci à tous les 4 d'avoir été avec nous pour suivre et analyser cette conférence de presse de Territoire Uni. Pardon pour les petits problèmes techniques qui ne nous ont pas permis de suivre cette conférence de presse en intégralité, mais nous y reviendrons à partir de 16h30 dans Sénat 360 avec Tam Tranui. Et puis à midi, ne manquez pas la conférence de presse de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, devant l'Association des journalistes parlementaires. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.